Jean-Baptiste vient d'évoquer le désastre d'Alcacer-Quivir, qui a eu lieu le 4 août 1578, où le roi Dom Sébastien, âgé de 23 ans, je parle sous le regard d'un Portugais sérieux et qui pourra donc me corriger si je fais des erreurs chronologiques ou autres, mal conseillé et animé de toutes sortes de rêves de grandeur, décide d'une expédition militaire dans les sables marocains d'Alcacer-Quivir, s'enfonce et au bout de 3 jours se voit avec la fine fleur de l'aristocratie de l'époque, de la cour, et à peu près 20 000 soldats se voient cernés par l'ennemi et défaits. C'est un véritable désastre, c'est le plus grand désastre militaire sans doute de l'histoire portugaise. Il disparaît. Bon, je pense. Anne, un autre désastre? Non, il n'est pas disparu, on pense qu'il a disparu. Ah oui. Il y a des contestations à ce sujet, je ne voudrais pas, monsieur. Oui, et il me semble que c'est dans le nord du Maroc, cette ville qui s'appelle maintenant Ksar el-Kébir, et qui est située dans la région du Rard, qui n'est pas sans rappeler l'Algarve, le nom de Algarve, oui, la plaine. Oui. Et voilà. Donc c'est pas les sables. C'est une bien. assez riche. C'était une image poétique. Non, mais c'est pas, comme les flots. c'est pas le sud. C'est pas le sud. C'est pas le sud. Donc, quoi qu'il en soit, ce roi vierge, ce Louis II de Bavière portugais est défait, disparaît ou est tué. Il semble qu'on a ensuite rapatrié un corps, mais Non, il est bien revenu, sauf que le mythe reste. Oui, voilà. Ce qui compte, c'est le mythe, c'est ça? C'est bien sûr. Et à partir de ce moment-là, naît en effet l'attente progressive du retour de ce roi. Et cette attente donne lieu, évidemment, à beaucoup de rêveries poétiques au cours des siècles qui suivent. Voilà. Alors, pour répondre lointainement, pour faire écho dans le seul esprit de l'anthologiste à ma préface qui est l'île Brésil, j'ai développé dans la préface portugaise ce que j'appelle la matière de Portugal, en m'inspirant des traditions, la matière de Bretagne, avec le retour de grandes thématiques qui, à travers les âges, sont reprises, ravivées et commencent à tisser entre les poètes des correspondances très intéressantes pour quelqu'un qui se plonge pendant plusieurs mois, plusieurs années sur ses œuvres et qui voit, et c'est là que je parlais de chambre d'écho, qui voit toutes sortes de résonances, qui peut les établir presque naturellement par une simple juxtaposition de ce retour des éléments de la matière de Portugal, dont au centre se trouve en effet l'attente de ce retour messianique et la saudade, qui est cet intraduisible sentiment portugais que l'on traduit tantôt par nostalgie, mais ce n'est pas ça. Délectation morose, c'est déjà plus proche, dans certains cas. Plus banalement, mélancolie, enfin, ou on ne traduit pas, comme Patrick Quillier, qui reprend saudade et qui pense que comme spleen en anglais est devenu un mot français, saudade. Ce que je redoute, c'est dans le cas du mot saudade, c'est la prononciation française d'audace, même si maintenant ça a été popularisé par Césaire, mais c'est encore une autre nuance de... Alors, parmi des atmosphères ou des tonalités que j'ai retrouvées chez plusieurs poètes de façon un peu différente à chaque fois, mais c'est l'ironie et la lassitude. Il y a justement un vers d'un poète contemporain,
José Recio, qui parle de ses yeux pleins d'ironie et de lassitude, mais attention, ironie et lassitude, les deux au pluriel. Ce qui est très, très fort, hein, et donc nous interpelle. Si c'était au singulier, ça serait finalement assez plat, mais là, c'est assez saisissant. Et ce n'est pas le seul chez qui on trouve ces deux choses un peu mêlées. Il y a aussi chez un poète formidable qui s'appelle Manuel Antonio Pina. Et puis, il m'a semblé qu'il y avait une forme, comment dire, en tout cas d'ironie, pas forcément très appuyée. C'était parfois très discret. Parfois, on ne voit pas trop même la frontière entre ce qui relèverait d'une forme d'humour et d'une forme d'ironie. On est souvent, les poèmes sont à la fois très forts, mais on est souvent dans des demi-teintes, ou dans des entre-deux. On est souvent entre une chose et une autre. Peut-être l'un des paradoxes de cette poésie lyrique, c'est elle peut être, lorsqu'elle n'est pas larmoyante et donc sans grand intérêt, elle peut être très pudique. Et l'une des armes de cette pudeur lyrique, en tout cas celle qui semble la plus évidente, c'est l'ironie retournée évidemment contre soi-même. Il y a comme une mise à distance par une autodérision qui est très présente. Et quant à la lassitude, celle qui nous frappe tout d'abord, c'est la lassitude que l'on éprouve à être soi-même et à être soi-même aussi sensible. Mais la poésie lyrique portugaise, lorsque justement elle ne sombre pas comme beaucoup de poètes portugais semblent craindre que ce soit le cas et ont donc un lyrisme très critique, lorsque cette poésie ne sombre pas dans les larmoiements et la mièvrerie, elle est d'une très grande acuité et qui généralement est associée de façon subtile, légère, pas très appuyée, associée à cette capacité de mise à distance par l'autodérision, qui n'est jamais loin d'affleurer. Alors on va en donner un exemple avec un poème. C'est un poème de Vitorino Nemesio qui s'appelle 5 O'Clock Tea. Et vous allez voir comment on va passer insensiblement de la description d'une scène qui est un peu, comme diraient les Anglais, peut-être tongue-in-cheek, avec un fin sourire d'ironie, jusqu'à quelque chose qui va assez profond, et peut-être dans la perception de soi, et le glissement insensible est absolument magnifique. Ça s'appelle 5 O'Clock Tea. Je chante le thé de 5 heures que ma femme a offert sur les 6 heures du soir, le long de la bande bleue du salon, à cette dame anglaise que l'automne nous envoie, si distinguée, si discrète, si douce et aimable, sur cette chaise dans le salon, livrée au hasard des gens qui entrent. Cette dame, aux manières exquises et aux dents blanches, combre déjà le temps. Cette dame, assise là, anglaise, dans sa robe à myosotis dont je n'oserais pas même demander un brin, tandis que je bois mon thé près d'elle, songeant à tous ces myosotis que j'ai vus sans trouver le courage d'en demander un brin. Soit que ce ne fut pas l'époque des myosotis et que toute langueur eût été déplacée, soit que les jardins n'offrissent rien d'autre sinon des myosotis et qu'à vrai dire cela ne me tenta guère. Ainsi, une fois figé mon pâle ES, m'adressant en français à cette dame anglaise, je chante le thé doré que ma femme lui offre. Ma femme qui, sans être anglaise, aime les gens d'Angleterre et qui a orné le salon de cette bande bleue par souci de poésie
lustrant de sombre les meubles en un soir doré où elle se sentait plus triste que de coutume. La dame anglaise qu'aujourd'hui une de nos amies qui connaît l'Angleterre nous a amenée, la dame anglaise aux yeux clairs, la dame anglaise qui n'a rien dit et rien fait que de très convenable, et qui a insinué dans le soir une sinuosité et une harmonie par son seul oui et son seul non, par un long bras d'abandon et d'inappétence, mais beau, précisément parce que c'est déjà le bras auquel son petit-fils se frotte les gencives, rongeant et riant, riant et rongeant, des mois après sa naissance, tel un beau grelot d'or, comme on en fait qu'en Angleterre. Un bras qui ne prend pas de place et mesure avec l'anse de la tasse, à cette distance où la dame anglaise la tient entre ses doigts ailés, l'abîme qui va de la dame anglaise à quelque endroit d'Angleterre, et de cette heure du thé à une autre heure, là-bas, sienne, intime, douce, unique, rare, vaste, oubliée, qui n'aura existé, qui sait, que pour être remémorée chez moi, ce soir, en dégustant un shortbread. Ainsi va la vie. L'exemple de Vittorino Nemesi tombe assez bien parce qu'il était assorien. Il y a eu, donc c'est un insulaire non seulement mental, mais un insulaire perdu vraiment tout à fait au milieu de l'océan. Et je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle cet archipel est si riche poétiquement, mais le fait est qu'il y a, je pense, une quinzaine, enfin je ne les ai pas dénombrés, mais il y a une quinzaine d'Assoriens qui figurent dans l'ontologie. C'est l'Atlantide, oui. Le Brésil, c'est aussi un peu ça. C'est le rêve de l'Atlantide, c'est le paradis terrestre. Voilà. Et tout ça, c'est né sur les rivages du Portugal.